psychologues de l'assistance savent très bien que les acteurs sociaux sont nous tous. Nous venons au monde dans un système qui est déjà institué, hein, et nous sommes socialisés avec des valeurs, hein, avec des idées qui sont déjà là. C'est ça qui fait qu'à mon avis, le changement opère toujours dans la continuité. Je pense que la prétention de la rupture amène plutôt à la répétition des formes et des pratiques anciennes, souvent radicalisées. Je vais dire par là que si on voit ce qui s'est passé dans les révolutions qui ont prétendu créer l'homme nouveau, on a vu la radicalisation du système ancien de la répression. Jamais le tsar n'aurait eu l'idée de procéder à la suppression donc des millions d'êtres humains comme Staline s'est autorisé de le faire. Mais disons que la Révolution française aussi, elle est dans la continuité, elle a opéré dans la continuité, elle a régressé parfois, hein, on a eu la terreur après la Révolution, et aujourd'hui, des gens bien pensants vous diront que les continuités avec l'ancien régime ne sont pas négligeables. On parle par exemple de la nature du pouvoir en France, qui n'est pas exactement la même avec la nature du pouvoir dans d'autres pays européens. Mais si on veut prendre des exemples qui ne sont pas proposés de faire des ruptures, là on voit comment on opère dans la continuité sans que les acteurs sociaux aient eu la volonté de bouleverser le système. J'aime beaucoup parler de la Renaissance lorsque je parle de ces questions-là, parce que c'est là où on voit comment, par exemple, un peintre ou un intellectuel a modifié un tout petit peu le système des peintures officielles, je parle du système de l'Église, un tout petit peu, on commence avec un Filippo Lippi, après il y a Botticelli qui fait autre chose, il y a des gens autour qui prennent les innovations, après il y a Da Vinci, bon je parle des Italiens parce que je les aime beaucoup, mais il y a aussi, on a la Renaissance dans tous les pays. Là, on voit le système, le changement dans la synchronie, ça veut dire qu'il opère à l'intérieur du système. Filippo Lippi n'a pas bouleversé le système de la peinture officielle, ni Botticelli, ni Da Vinci, mais dans la longue durée, ça a donné, la peinture a été transformée très très profondément, sans pour autant qu'on puisse voir une rupture par rapport à la Renaissance ou par rapport à d'autres peintures ou d'autres formes artistiques qui ont existé auparavant. Je prends un autre exemple qui me paraît peut-être intéressant pour les cadres d'une entreprise comme la vôtre. La démocratie et le capitalisme. La démocratie et le capitalisme sont des systèmes inédits pour l'histoire européenne, pour l'histoire occidentale et pour l'histoire planétaire. Or, lorsqu'on voit de plus près, on voit par exemple que le christianisme, beaucoup d'éléments du christianisme, le christianisme étant lui-même enraciné dans la cité grecque, et beaucoup d'éléments du christianisme ont été déplacés dans la démocratie. Je vous donne un exemple qui me tient à cœur. La loi civile, l'idée de la loi civile, elle est enracinée dans la loi divine. Ça veut dire que c'est les éléments de la loi divine qui ont été déplacés dans la loi civile, avec bien sûr une grande innovation. La loi n'est plus divine, mais elle est civile. Et c'est pareil avec le capitalisme. Lorsqu'on regarde de plus près, on voit déjà des éléments du capitalisme dans le christianisme. J'aime beaucoup évoquer la question de l'efficacité dans le christianisme. La question de l'efficacité dans le christianisme est
est très présente, surtout à partir du moment où apparaissent les sectes protestantes. Donc, pour moi, il n'y a pas de rupture dans le changement. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas anodin, parce que lorsque on pense le changement en tant que rupture avec le système présent, je pense qu'on est dans l'illusion. Je pense que le résultat final du changement, c'est quelque chose qui n'a été prévu par personne et qui n'a été voulu par personne. Je vais dire par là que même lorsque on pose le changement comme un objet de l'action des humains, et je vais y revenir, ce qui arrive à la fin, c'est quelque chose que personne n'a voulu. Lorsque Luther a essayé de traduire l'équivalent du mot travail du grec vers l'allemand, il ne trouvait pas d'équivalent et il a inventé un mot. Il a inventé un mot qui était le beruf, la vocation, le travail comme vocation. C'était loin de l'intention de Luther de favoriser le développement du capitalisme. Mais c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Ça veut dire, avec cette idée nouvelle que le travail est une vocation des humains et que c'est un moyen pour glorifier l'idée, Dieu, disait Luther, le travail comme moyen de glorifier Dieu, et il a créé une notion et une pratique nouvelle qui a fait que le travail, qui auparavant était plutôt de l'ordre du tripalium, ça veut dire de la douleur, de la torture, le travail est devenu une valeur des humains. Et je pense que le travail comme créateur de richesses et identité des individus a été, on peut supposer qu'il est encore, et donc un des piliers du capitalisme. Donc Luther ne voulait pas ça. Luther, du développement économique, il n'avait pas cure. Lui, son problème, c'était son opposition à l'Église catholique. Et après, je prends un dernier exemple de l'imprévisibilité du changement, même lorsqu'on le veut. Prenez le cas de révolte arabe. On entend à la longueur de journée des révoltes arabes, de ce qui se passe dans certains pays arabes. On entend à la longueur de journée le mot transition, que les pays arabes sont en transition vers la démocratie ou vers le capitalisme. On ne sait rien. En réalité, on ne sait rien. Je vais dire, on sait ce qu'on sait jusqu'ici. Ça veut dire que ces pays qui étaient gouvernés par la peur et la contrainte ont vaincu en grande partie la peur, qu'ils ont mis à la porte des dictateurs, mais on ne sait pas du tout, on n'a pas les éléments, pour le moment, de juger vers quelle direction vont aller ces révoltes.